À notre émission ce soir, c'est une révélation. Radio-Québec, un élément majeur de la souveraineté culturelle. T'as pas tout vu. Je veux que ça soit très clair, mais ça sera pas aller. Pas lâcher le satellite. Je voudrais savoir, tu m'écoutes? Ça se peut. La semaine prochaine, École Bref. Pour les heures. Les 35 ans de Télé-Québec. Des émissions qui donnent un droit de parole à tous et qui nous permettent de mieux saisir les enjeux, petits et grands, de notre temps. Donner la parole aux gens, c'est vraiment donner l'occasion à notre système démocratique de fonctionner parce que désormais, ça passe par les ondes publiques. Ça permet de mettre des citoyens en face de décideurs, en face des gens qui décident de leur sort, de l'évolution de notre société. Donc, donner la parole, c'est un grand privilège. J'aime droit de parole parce que les gens peuvent donner leur opinion sur plein de sujets. On donne la parole sur des sujets qui sont généralement très actuels. Ça nous permet de connaître très rapidement ce qui se passe au niveau de l'actualité. C'est l'occasion d'avoir vraiment l'opinion de toutes les classes de la société. C'est une émission où on a les deux côtés de la médaille. Présentement, c'est Anne-Marie Dussault. Puis il y a eu, Claire Lamarche. Moi, j'ai bien connu Claire Lamarche dans le temps. Là, elle faisait vraiment de bel ouvrage. Michel Vien. Après ça, les autres, Jean Cournoyer. Le vendredi 8h. En 25 ans de droit de parole, 20 000 citoyens sont venus sur le plateau de droit de parole défendre leurs idées. Et si bien qu'à travers les 25 ans de droit de parole, on peut voir l'évolution du Québec, qu'il soit question d'homosexualité, de justice, de langue, de santé, quel que soit le sujet. La question nationale, par exemple, il y a une constellation d'idées qui nous révèle le Québec. Et ça, ce sont 20 000 citoyens qui l'ont accompli au fil des années. Donc, c'est véritablement une agora, un documentaire en direct, un forum tout à fait à l'image de notre démocratie. Souvent, quand vous vous replongez dans l'atmosphère des années 60 et 70 et que vous mettez à part, bien sûr, les phénomènes de la drogue, de l'amour libre et du peace and love, ce qu'il est surprenant de constater, c'est qu'on dirait qu'une immense volonté de prendre la parole s'est emparée des Occidentaux en général et des Québécois en particulier. Rappelez-vous, en effet, c'est l'époque où on multiplie les créations collectives, où partout se multiplient les chansons, les chansonniers, les boîtes à chansons. C'est aussi l'époque où, dans les universités, on multiplie les assemblées générales pour savoir si oui ou non on va contester, si oui ou non on va faire la grève. Bref, on a l'impression que tout le monde a quelque chose à dire et que tout le monde prend la parole pour le dire. Tout le monde? Ben, peut-être pas vraiment. Et c'est pour donner la parole à ceux qu'on aurait peut-être oubliés dans le processus, à ceux qui voudraient bien parler mais n'osent peut-être pas, que le réalisateur de Radio-Québec, Guy Parent, va décider en 1978 de créer de toutes pièces une émission dont le but sera justement de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Une émission qui va bien sûr s'intituler Droit de parole, qui reste encore aujourd'hui une émission phare de Télé-Québec, mais qui est surtout une sorte de success story dans l'histoire de la télévision québécoise. Une émission qui, après avoir été animée par Mathias Rioux et Jean Cournoyer, et avant d'être animée par Michel Vien, Pierre Paquette, Françoise Guénette et celle qui l'anime aujourd'hui, Anne-Marie Dussault, a bien sûr été marquée par la personnalité de celle qui va l'animer de 1982 à 1990, Claire Lamarche. Il fallait en effet voir Claire Lamarche se promener et donner la parole à quelqu'un ou l'enlever à quelqu'un d'autre avec la maestria, c'est selon les points de vue, d'un chef d'orchestre ou d'une maîtresse d'école. Mais au-delà du style et de la personnalité des animateurs, ce qui est le plus intéressant dans Droit de parole, c'est qu'après 25 ans, Droit de parole a très bien rempli ce pourquoi Guy Parent avait créé cette émission. Droit de parole va justement redonner le droit de parole. Qui dit mieux? On était à l'époque où les lignes ouvertes à la radio étaient très florissantes. Les gens s'exprimaient librement. On n'avait pas l'équivalent à la télévision. Ça n'existait pas. Alors, c'est un peu ça qui a été le souci au départ de Droit de parole. Est-ce que, selon toi, en 1980, un prêtre marié pourrait mieux comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui?
c'est-à-dire comprendre le chrétien d'aujourd'hui? Eh bien, à mon avis, il a une meilleure approche. Merci. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que le mariage, premièrement, c'est une expérience qui enrichirait l'Église. Radio-Québec, c'était une télévision qui était considérée comme très élitiste. Et on se vantait du fait que l'auditoire avait une moyenne de scolarité de 16 ans et plus. Alors, culturellement, l'entreprise voyait mal l'information spectacle. Mais il fallait trouver un moyen. On s'est dit, est-ce qu'on fait des affaires publiques comme les autres, c'est-à-dire grands bulletins, ensuite commentaires, entrevues, etc. Nous, plutôt de choisir l'éditorial, on a choisi la lettre du lecteur. On s'est dit, c'est ça. Ça, c'est la population qui s'exprime par le biais de la lettre au lecteur. À partir de cette idée-là, on a construit une tribune populaire, où les gens viendraient s'exprimer comme ils le pensent, sans contrainte, et on a commencé comme ça. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'émission. Droit de parole, est-ce que c'est une émission importante? C'est comme poser la question, est-ce que la lettre ou l'opinion du lecteur dans le journal, c'est important ou pas? Est-ce que les lignes ouvertes à la télévision, c'est important ou pas? Ou est-ce que la période de questions à l'Assemblée nationale, c'est important ou pas? C'est aussi simple que ça. C'est sûr que j'allais souvent à la télévision comme autre chose. C'est-à-dire, j'étais ministre, on était invité, puis on parlait, puis on répondait aux questions. C'était les premières fois où je posais des questions et où j'engageais le débat avec du monde qui voulait engager un débat avec moi. Eh bien oui, il y a trop de prêtres qui sont fonctionnaires, qui distribuent les sacrements. Il n'y a pas assez d'hommes de Dieu qui vivent le Christ, qui le respirent, qui le transmettent. Vous n'êtes pas dans la même hiérarchie que l'autre, là. Il n'y a pas une question de hiérarchie. Non, mais le pape, pour vous, là, vous ne l'écoutez pas. Le pape, je prie pour lui, je reconnais ma attention. Ça, vous priez pour lui, bien sûr, mais vous ne l'écoutez pas comme lui. Lui est obligé de l'écouter, lui. Cournoyer est venu se joindre à moi la deuxième année, et c'est là qu'on a établi au sein de Droit de parole la dynamique de la confrontation entre les deux animateurs d'abord et dans le public ensuite. Pourriez-vous me dire la raison? Je vais vous en donner une raison. Oui. Tu veux pas que je parle? Oui, vas-y. Tu me contrôler, moi aussi? Non, mais j'ai un monsieur qui attend. Vas-tu me contrôler, moi aussi? Vas-y. Bon. Vas-y, qu'est-ce que je suis en train de dire, là? Tu le sais-tu? Tu es en train de me donner un exemple, parce que tu dis, moi, j'ai été ministre. Monsieur m'a posé une question, puis tu m'as interrompu. Non, vas-y. Bon. Je suis jamais prime sur commandement. J'étais prime sur des choses qui m'apparaissaient comme niaiseuses ou insignifiantes ou encore épouvantables. Ma réaction a toujours été une réaction naturelle face à des problèmes qui étaient probablement complexes. Mathias était pareil, sauf qu'on n'avait pas la même grille d'analyse. Et n'ayant pas la même grille d'analyse, on ne réagissait pas aux mêmes événements de la même manière. Cournoyer et moi, on s'affrontait de façon féroce. Moi, je venais du milieu syndical, lui venait du milieu politico-patronal. Alors, là, il y avait de très bons débats. Parlons d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Moi, je reconnais... Aujourd'hui. Mathias, mets de l'ordre là-dedans. Monsieur, je reconnais volontiers... Mets de l'ordre là-dedans. S'il vous plaît. Autour des limites. De l'ordre. Voyez-vous, moi, je comprends les réactions. De l'ordre. Monsieur. De l'ordre. Et ces gens-là chauffaient leur public. C'était peut-être même un peu démagogue, même, je pense, à l'époque. Mais l'idée de Guy Parent était forte puis était vraie. Je m'en excuse, là, et je le dis, je l'avoue, aujourd'hui, 25 ans après, c'est moi qui avais dit, pour expliquer un peu ce qu'il faisait, que ça pouvait ressembler au Gérola de l'information. On n'est pas des Indiens, tout de même. Vous avez dit que nous étions des Indiens et nous ne sommes pas des Indiens. Nous sommes des Québécois. Monsieur, j'ai pas de plume. Monsieur, mais c'est déjà du racisme en parlant de même. À l'époque, on avait employé Pierre Nadeau, on avait Simon Durivage qui était à Télé-Québec. Donc, c'était eux autres, les vedettes, dont les photographies, on voyait ces autobus. Mais nous autres, on n'était pas tout à fait comme ça. Je peux pas y sentir. Moi, me présenter un noir, là, jamais un noir va rentrer dans ma maison. Hein? S'il y en a un qui vient comme vendeur, là, à ce sacrifice des escaliers, il va y descendre, il ne verra pas. Mais là, vous êtes sérieux. Ah, sérieux, hein? On doit prendre ça comme... Ça, je ne voudrais pas y voir. Bon. Mais à l'époque, si on retourne il y a 20 ans, la population ne réagissait pas de la même manière et il y a des stéréotypes qui s'étaient établis, qui se sont installés dans la tête des gens, qu'un homosexuel, c'était une tapette. Si on part avec une question et que le débat populaire et que dans la collectivité québécoise,
les gens ne sont pas rendus où vous aimeriez qu'ils soient, nous, notre démarche est différente. Oui, si la normalité, c'est ce que je vois tous les jours dans les couples hétérosexuels, alors je suis anormal et je suis fier de l'être. Et malheureusement pour nous, on s'est fait à un moment donné déborder lors d'une émission qu'on a faite par des gens qui étaient ce qu'on peut appeler des grandes folles. Tu sais, si ma mère m'aurait élevé comme une petite fille, ben, je serais devenu un homosexuel. C'est normal. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai pas été élevée comme une petite fille, puis je suis devenue une femme. C'est un petit gars au départ. Comme ça, J'ai pas été élevée comme une petite fille, mais... Madame? J'ai toujours ressenti que j'étais une femme, c'est comme ça que je suis. Mademoiselle, si vous voulez prendre votre siège. Je t'ai joint tour, hein? Non, mais t'es vraiment une petite fille. Et il est arrivé un temps où il faut admettre que le type d'animation que Mathias Rouillet ou Jean Cournoyer avaient dépassait les bords. C'est Claire Lamarche qui a pris la suite. Le style d'animation a changé du tout au tout. Est-ce que vous vous souvenez, vous, des émotions qu'ont provoqué le deuxième et le troisième mariage, ou si on finit par s'habituer? Est-ce que c'est quelque chose de neuf à chaque fois? Moi, ça a toujours été neuf à chaque fois. Il y avait des vibrations nouvelles. Je repartais là en neuf, puis je revirais à la page, puis je partais pour un grand voyage, mais je me suis aperçu qu'après 2-3 nuits, le voyage était fini. Aussi rapidement que ça? C'était ça, 2-3 nuits, c'est parce qu'à un moment donné, là, les vibrations ont changé. C'est comme si j'aurais fait face à autre chose que ce que j'avais prétendu, là. Les Québécois, les Québécoises aiment les débats, aiment les grands débats, aiment ces rendez-vous qu'on peut se donner à chaque semaine où on va discuter de questions qui nous préoccupent. Droit de parole aux danseuses, droit de parole aux grosses, droit de parole aux petits, droit de parole à ceux qui ont du chagrin. Puis en même temps, des émissions d'élection. Donc, on voyait bien que Claire Lamarche commençait à imiter Parler pour parler. Moi, je disais toujours à mon équipe, si on veut que ça vive, droit de parole, il faut que ça respire. Il faut qu'on innove. On entend parler de ces fameuses crises de boulimie où quelqu'un rentre à la maison et un gâteau au chocolat ne suffit pas, il faut d'autres choses et d'autres choses et d'autres choses. Est-ce que vous avez vécu ce genre d'expérience? Oui, en 3 jours, je vais passer à travers mon épicerie pour la semaine. En 3 jours, je vais passer à travers... Je vais me faire une platée de spaghettis en me disant je vais en congeler. Et puis, je la congèlerai pas, puis je vais en manger debout devant la porte du frigidaire. Droit de parole s'est élargi avec le temps, avec les agoras, avec les droits, ce qu'on appelait nous autres les droits de parole hauts, alors réservés à une catégorie de personnes. Je m'habille bien, je suis bien cute. Puis au point de vue pour les hommes, la plupart des hommes que je connais, ils me regardent, la première chose qu'ils voient, c'est la beauté, puis que je sois intelligente ou pas, des fois, ça compte même pas. Après avoir vu une émission comme ça, les gens étaient volontiers disponibles la semaine qui suivait pour avoir peut-être un débat plus costaud, s'intéresser par exemple à un débat sur le libre-échange ou un débat sur la Constitution. Madame Lamarche, ce que je peux vous dire, c'est que nous allons renforcer la loi 101. Pour ce qui touche la langue de travail, nous allons renforcer la loi 101, ça c'est certain, parce que c'est vital. La liberté qu'on avait dans le choix des panélistes et le fait qu'un ministre pouvait se retrouver juste à côté d'un citoyen ou d'un chômeur ou d'un assisté social et que leur droit de parole était égal, ça a été une des richesses. Quand vous voyez le Canadien national, le Canadien Pacifique, Air Canada refuser, comprenez-vous, le français dans leurs organisations et aux ouvriers, vous vous rendez compte tout à coup d'un fait. Pourquoi nos gens parlent un français déficient? Pourquoi emploie-t-on tel et tel mot? Et j'aboutis tout à coup à l'affiche. L'affiche devient un élément pédagogique extrêmement important d'un peuple. C'est un élément culturel. C'est là où la foule peut apprendre énormément de mots français. Je pense qu'on a été parmi les premiers au Québec à réunir dans un même studio des Amérindiens de différentes nations qui venaient d'un peu partout au Québec. Et ça, c'était quelque chose d'impressionnant. Qu'est-ce qu'on va faire dans un temps de site quand il n'y aura plus aucun lac, il y aura du bon sang pour aller se baigner ou pour aller manger le poisson qui nous permet de vivre, ou le rignal qu'on tue, ou le castor qu'on veut manger, quand c'est le poison qui circule dessus? Un des plaisirs de la télévision en direct aussi, c'est d'avoir des surprises. Les choses ne se passent jamais comme on pense que ça va se passer. Grande première ce soir à la télévision. Nous avons comme invités ceux qu'en langage populaire, on appelle des sourds-muets. Au début, on s'est dit impossible, mais on a réussi à faire une émission où
on avait une traductrice, une personne qui disait à Claire qu'est-ce que les gens disaient avec tous leurs gestes. Et puis, la personne faisait des gestes, des paroles de Claire. Bonsoir. On est content d'être ici ce soir à Droit de Parole. Tu dis droit de parole aux amoureux, ça va être doux, ça va être romantique, ça va être beau. C'est tout faire pour éviter la routine. Je pense qu'on passe jamais 6 jours pareils dans une semaine depuis 40 ans. Il se passe juste des choses différentes. Moi, je trouve que la fascination de l'amour, c'est de l'inventer. Michel Chartrand, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore aujourd'hui avec Simone Monet-Chartrand? C'est l'habitude. Ça, c'est son style, tu vois? Et ça s'en allait comme ça, mais quand Michel Chartrand prenait la parole, tu sais, et puis je regardais Simone à côté, alors, quand il s'embarquait, lui... Je pense qu'il faut départager l'instinct sexuel de l'idée d'avoir une compagne qui va nous compléter. Quand on est jeune, c'est pas la tête qui l'emporte, c'est bien connu, ça, hein? Michel Chartrand, de fait, était invité en studio. On connaît le personnage, on sait jusqu'à quel point il est volubile, jusqu'à quel point il s'exprime facilement et jusqu'à quel point il prend toute la place qu'il doit occuper. Et on était très inquiets parce qu'on se disait, ça peut revirer, ça peut prendre toutes les directions possibles. Monsieur Perron, vous représentez ici ce soir la ministre Monique Landry, qui est aux Relations extérieures. Qu'est-ce qui pressait tant que ça, finalement? Pourquoi est-ce que le Canada s'est embarqué aussi rapidement que lui-même. dans le la dossier? ministre n'est pas là, alors faites-les pas parler pour la ministre, il n'engage pas la ministre quand il parle. Vous Monsieur avez fait ça Chartrand, l'autre fois, puis c'était pas correct. Monsieur Chartrand, vous représentez fort bien. Il est là, On ben non, reviendra il à n'est vous dans pas quelques là. instants. Alors lui, il parle en son nom, lui. Mais là, ça a duré peut-être 30 secondes. Tout de suite après, le calme plat, retourne dans son bouquin, se penche la tête, et là, continue de faire comme s'il était seul en studio, comme s'il n'y avait pas de débat, comme s'il était dans son salon. Il se fout éperdument de ce qui se passe autour de lui. En démocratie, c'est le gouvernement qui doit décider. On l'a toujours fait et on va continuer à le faire. No taxation without representation. Vous arrivez à m'entendre, M. Perron, oui? J'essaie. Parfait. Allons-y. C'était comme ça en Le gouvernement canadien a toujours démontré... Le premier ministre a déclaré la guerre, mais il a réuni le Parlement le mercredi. Les débats politiques, c'était du grand guignol. Vraiment, ça, là, on n'en sortait pas. Et c'était toujours comme ça, hein, de façon systématique, quel que soit le sujet politique qu'on abordait, qu'il s'agisse de l'indépendance du Québec, qu'il s'agisse du rôle du Sénat, qu'il s'agisse de n'importe quelle question à caractère politique, à plus forte raison les questions linguistiques. Il y avait vraiment toujours deux camps. D'un côté les oui, d'un côté les non. Moi, quand je défends la culture québécoise, je dis que les majoritaires sur son propre territoire. Laisse-moi terminer. OK? Et je crois pas que lorsque je dis ça, que je deviens fédéraliste dur. Je veux juste qu'on sache qu'ici, il y a un peuple. Et ce peuple-là peut être renié par d'autres. Mais quand je défends la notion de peuple, j'essaie de défendre une notion claire. C'était un peu dommage, parce qu'il vient un temps dans ce genre de débat où les gens ne s'écoutent plus. Et moi, ça me fascinait à chaque fois. Je me disais, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens, malgré leur adhérence personnelle, malgré leur adhérence politique, puissent au moins tendre l'oreille, essayer de comprendre ce que les gens, de l'autre côté, veulent leur dire. Excusez, Mme Mauss, elle vient de Nouvelle-Écosse. Je voudrais avoir un point de vue de quelqu'un... Une vraie question, s'il vous plaît. Monsieur Blondin, Monsieur Blondin. C'est comme une mini-société, souvent, droit de parole. Il y a différents types d'individus, de personnalités. Il y a beaucoup d'émotions. Et ça, on le sent en studio, c'est pas toujours visible à l'écran parce que les gens ont aussi, et de plus en plus, à mon avis, de la retenue face à la caméra, sont de plus en plus conscients de ce que ça veut dire, des enjeux, des représailles possibles, soucieux de préserver leur image. Mais ils jouent quand même le jeu. On a la société médiatique que l'on s'est donnée. Et effectivement, je pense que les médias ont beaucoup récupéré ce plateau du débat. Et je pense que ça a peut-être un peu désamorcé d'autres lieux d'engagement et de débat. C'est quand même transparent, droit de parole. Ça se fait devant vos yeux, c'est en direct, il y a des citoyens là, et puis on ne peut pas nier que ce qui se dit là, bon, c'est peut-être pas la vérité, mais c'est certainement la vérité des gens qui sont là. Ici, j'ai le droit de parler au Québec, OK? Bon. Je pense que Droit de parole a été une des premières émissions à aborder la question du hijab, du voile, qui a déchiré notre population, surtout à Montréal, pendant des mois. Et cette émission-là mettait vraiment une conception d'un Québec inclusif versus un Québec qui rejetait la différence, qui rejetait l'autre. Le voile, c'est le symbole parfait de l'esclavage de la femme. Dites aux femmes des croyants qu'elles portent
les vêtements pour se vêtir. C'est la lecture que vous faites du Coran. Ça, il y a Coran. deux... Alors, oui. elle a dit que c'était pas dans le Coran, c'est dans le hadith. Des émissions sur la guerre dans l'ex-Yougoslavie, il m'aurait fallu des casques bleus, littéralement, en studio. Les musulmans ne sont pas armés, ne l'étaient pas armés. Et pas seulement que casques bleus n'ont pas protégé la population bosniaque, en plus ils sont allés dans les bordels avec General Mackenzie pour violer les femmes bosniaques. On a reçu des gens qui étaient à l'article de la mort, mais qui voulaient témoigner du choix qu'on doit faire ou pas faire dans notre société de l'euthanasie. C'est des émissions extrêmement déchirantes, extrêmement pertinentes sur le sens de la vie. Est-ce que je suis responsable de sa mort? Ou... C'est une question de qualité de vie. Oui. Je veux continuer à vivre, mais à un certain moment donné, je vais en avoir jusque-là. Puis je veux avoir le choix. Si on légalise l'euthanasie, les médecins peuvent bien en venir de ne plus prendre l'opinion du patient souffrant ou de sa famille et l'éliminer sous prétexte qu'il souffre trop et qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. C'est un travail de défrichage extraordinaire. Oui, c'est un travail d'équipe où la recherche est fondamentale parce que ce que l'on retrouve en ondes, plus que tout, c'est justement le fruit de cette recherche-là. Et cette recherche-là, c'est de dépister, débusquer les meilleurs citoyens qui sont en mesure d'exprimer les courants d'opinion dans la société. Bon, voilà Véronique qui arrive. Alors, on va la prendre au vol. Bonsoir, Véronique. Hein? Bonsoir, Véronique. Salut. Qu'est-ce qui vous est arrivé depuis la fin du tournage du film, depuis l'été 93? Ben, j'ai essayé de retourner de faire mes inscriptions à l'école, mais moi, le matin, je suis pas capable de me lever, tu sais. Donc, tu as des gens devant toi qui ont des histoires qui sont de l'ordre de l'inhumanité, qui te sont racontées et tu te sens bien modeste et bien impuissant devant ces gens-là. Je l'ai dit à ma conjointe, puis ça faisait un an que je restais avec. J'ai demandé de passer un test. Quand elle m'a dit qu'elle était négative, j'ai offert, ça voulait me laisser. Elle a décidé de vivre avec moi, c'était son choix. L'ouverture au bris de la confidentialité, c'est l'ouverture au tatouage. Et c'est pas le tatouage n'importe où, c'est ici dans le front qu'il faudra la mettre. Pourquoi 50 des patients aux États-Unis ne vont pas retourner chercher leurs résultats du test du sida, alors que chez nous, à la clinique actuelle, 99,9 du monde reviennent chercher le résultat? C'est parce qu'il y a une confidentialité. Si on choisit de faire un débat, c'est qu'il y a, dans la suite des choses, dans la suite du débat, après le droit de parole, qu'il y aura un impact, donc, sur la vie des gens. Le secret de droit de parole, c'est de donner véritablement la parole aux citoyens. Si les citoyens peuvent s'exprimer 4 fois par année en votant, je ne vois pas pourquoi on ne leur donnerait pas librement la parole le vendredi soir à Télé-Québec. Des émissions stimulantes pour les questions politiques. La veille du référendum de 1995, 2 heures d'émissions spéciales. Quand on a reçu soit des premiers ministres, que ce soit à Québec ou à Ottawa, je pense à Jean Chrétien ou à Bernard Landry, des chefs politiques, des gens qui sont sur la sellette. Pour ceux qui avaient espoir d'avoir un fédéralisme renouvelé, le nom de 92, Charlottetown, où tous les partis politiques d'Ottawa, tous les gouvernements provinciaux du Québec, tout l'establishment économique du Canada a été désavoué par la population. Il vient de se faire un très grand changement. Le Bloc est né de cela. À l'occasion du Sommet des Amériques, nous étions à l'Assemblée nationale, au Salon Rouge. Il y avait des manifestations, bien sûr, tout autour de la colline parlementaire. Il y avait risque que l'émission ne se tienne pas. Et l'émission, finalement, est allée en ondes. Et pendant que je faisais l'ouverture de l'émission, les invités qui avaient pu être amenés à la dernière minute, sinon la dernière seconde, escortés par la Sûreté du Québec, sont arrivés en ondes. Sinon, j'aurais fait une émission avec 2, 3 invités, 4 peut-être. Et je ne vous cache pas, mesdames, messieurs, que c'est presque un exploit que de diffuser cette émission en direct. Il y a des invités qui arrivent encore à ce moment, au moment où je vous parle. Le droit de parole est une émission qui sert la démocratie. On était là, hein, dans le salon rouge de l'Assemblée nationale, là où la démocratie se joue tous les jours. Je vais dire dans une phrase très courte ce que j'ai dit tout à l'heure en conférence de presse. Indignation, oui, 1000 fois oui. On a bien des raisons d'être indignés. Violence, non. Les casseurs sont des casse-pieds de la démocratie en même temps. Il faut être conscient de ça. Ils empêchent de faire évoluer le débat autour de ce qui devrait être. Et j'espère qu'à compter de demain, on verra des manifestations pacifiques. Parce que je suis convaincu que l'immense majorité des gens qui veulent manifester demain sont des gens qui veulent le faire de façon pacifique. Et c'est ça qui est efficace. Mais c'était préparé pour ça. On a vu des milliers de jeunes contester le système. Alors l'avenir pour les droits de parole comme ceux-là, ce sont des droits de parole internationaux, en direct avec 4 Chiliens, 8 Français, 2 Tchétchènes, 4 Italiens, 3 Grecs,